Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé de la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019. Article 1. L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs familles au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leurs familles à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. Article 3. L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et second degré, publics ou privés sous contrat. Article 4. Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. Article 5. Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. Article 7. Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. Article 9. L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique. Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. Article 10. L'État protège la liberté de conscience des élèves. Les comportements constitutifs de pression sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. Article 11. L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Article 13. Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de 3 à 4 ans. Cette visite médicale permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neurodéveloppementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile, PMI, et permet l'établissement du bilan de santé. Lorsque le service de PMI n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale. Au cours de la 6e année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Article 14. Les enfants de moins de 6 ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de 6 ans qui y sont scolarisés. Afin d'acquérir une expertise et une culture commune et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de 6 ans bénéficient de modules de formation continue communs. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité est élaboré conjointement avec le conseil départemental et permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de 3 ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis,
et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école, arrêter dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section. L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. La scolarisation des enfants de moins de 6 ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. Article 15. La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. À l'issue de l'instruction obligatoire, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique, ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. Article 18. L'instruction obligatoire peut au cours des années 2019-2020 à 2023-2024 être donnée aux enfants âgés de 3 à 6 ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans, dit jardin d'enfants, qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 19. L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du 3e mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant, faire vérifier d'une part que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et que d'autre part que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction. À cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture définis au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'État compétente en la matière d'éducation, selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. Article 25. L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative. Ils associent à cet effet des professionnels de santé et des gestionnaires des établissements et services médico-sociaux. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. Dans chaque département, le DAZEN désigne parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leur mission auprès des élèves en situation de handicap. Article 27. Les mots « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots « dans une société inclusive ». Le mot « handicapé » est remplacé par les mots « en situation de handicap ». Les mots « intellectuellement précoce » sont remplacés par les mots « à haut potentiel ». Article 38. Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles ou des établissements publics ou privés sous contrat, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques. Le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement d'une durée limitée à 5 ans.
Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école, de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'Éducation nationale ainsi qu'à leur déclinaison territoriale. Article 39. Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentation sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration sans bénéfice du droit de vote pour la durée des expérimentations. Article 40. Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'Éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président, nommé par le président de la République, 13 membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes. Article 44. Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. Les mots école supérieure sont remplacés par les mots Institut national supérieur. Article 47. Au cours des 3 années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce. Article 49. Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès au corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement, d'éducation et d'enseignement. Article 50. La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant. L'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme. À bientôt!